Alors, bienvenue tout le monde à cette session du programme en fait de formation Grandir ensemble. On est présentement, je crois, à la 9e session, si je ne me trompe pas, Eva, ou la 9 ou 10e en fait. C'est un programme que nous avons conçu qui est Grandir ensemble parce que chacun d'entre nous est important. Chacune de nos réflexions, de nos questions vont nourrir aussi l'atelier que l'on fait. Puis aussi, c'est que ce qu'on souhaite, c'est d'être tous ensemble pour nos enfants et pour les amener à grandir et à évoluer dans un contexte bienveillant. Je me présente donc Valérie Fortin, conseillère en éducation spéciale au CEPN. Je suis accompagnée de mes très chers collègues Sarah Cléré et Eva de Gostoni qui fait la présentation. Il y a d'autres collègues aussi qui sont ici, F. Pagé, que certains vous connaissez, et Julie, qui sont dans l'assistance aussi. Donc, tous ensemble, on fait partie de ce processus. Sans plus tarder, je vais prêter la parole à Sarah qui pourra se présenter pour pas qu'on je veux pas gruger trop de temps de présentation, mais on aura le temps de rediscuter vers la toute fin. Sachez que l'enregistrement, je vous l'ai dit, va être déposé sur YouTube. Vous pouvez à n'importe quel moment écrire votre adresse courriel dans la boîte de clavardage et je vais vous faire parvenir le PowerPoint et le lien où vous allez pouvoir retrouver les autres formations. Puis aussi, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en tout temps. Et je tiens aussi à vous informer, puisque c'est très intéressant, il y a des gens là, de première ligne en décembre. On va démarrer un programme de formation pour les enfants de 0-8 ans qui s'adresse aussi à tous les adultes qui travaillent auprès des enfants, en fait, de la naissance. Donc, j'ai entendu qu'il y en a qui accompagnent des familles. Ce contenu de formation-là pourra être très intéressant. Et donc, pour les CPE, mais aussi pour tous les intervenants, je crois, qui gravitent autour. Donc, je pourrais vous faire parvenir cette information-là aussi. Miigwech, Sarah. Sarah Clérine Teshnukashin, Mashtuyashnuchin. Je suis conseillère à la réussite pour le CEPN en langue et culture. Je travaille pour le CEPN pour une raison, c'est pour permettre à nos enfants des Premières Nations, des communautés, de se réapproprier leur culture, leur langue, nos valeurs, notre savoir-être, que ça soit transmis dans les écoles. Donc, c'est vraiment ce qui motive chaque jour où j'essaie de m'améliorer pour pouvoir voir ces enfants-là s'épanouir dans leur identité, dans leur culture. Pour moi, je crois que c'est une solution à beaucoup de problèmes qu'on vit dans nos communautés. Et ce programme-là qu'on a co-développé, Valérie, Eva, l'équipe du CEPN, permet, entre autres, de mettre en valeur nos savoir-faire, nos grands principes d'éducation, les principes de nos ancêtres, de nos aînés. Donc, comment on apprenait par l'observation, par l'exemple, le droit qu'on donnait aux enfants de faire des erreurs, comment on les élevait dans la douceur aussi, comment on élevait des jeunes, des enfants forts et fiers. Donc, on avait des super belles recettes. Eva va vous en parler et on en a parlé beaucoup lors des dernières sessions que vous pouvez aller revoir sur le site YouTube du CEPN. Donc, c'est un peu ma mission que je me donne d'être un peu la porte-parole, mais avec vous. Votre place va être très importante dans les questions que vous allez poser et dans les commentaires, parce que grandir ensemble, ça veut dire qu'on est tous ensemble pour apprendre, donc pour continuer de cheminer, qui est un processus. Donc, on veut vraiment que vous soyez partie prenante de ce processus, que vous collaborez avec nous, que nous donnez des exemples de comment vos petites recettes ou vos problèmes aussi, comment vous avez trouvé des solutions. Donc, si vous avez des commentaires, prenez-les en note, on veut vraiment les entendre. Donc, mais je vous remercie tous les gens qui prennent le temps
d'être ici avec nous ce soir. C'est vraiment important, votre présence. On sait qu'une personne peut changer la vie de plein d'autres personnes. Si on est tout seul, moi, Eva et Valérie, on va discuter entre nous, mais on n'ira pas aussi loin que si vous participez à cette formation-là. Donc, on veut vraiment que ça soit de beaux échanges. Donc, merci d'être là et j'ai hâte de vous entendre. Oh, merci, Sarah. Vous nous donnez un contexte très important. Alors, moi, je suis Eva D'Agostini. Je suis psychologue scolaire et j'ai travaillé dans toutes les provinces du Canada et plusieurs années parmi des communautés autochtones. Et j'arrive à respecter énormément les valeurs, la culture. Et c'est un grand honneur pour moi d'être invitée parmi vous pour partager un peu de mes expériences, mais aussi une théorie qui a été développée par un psychologue qui s'appelle Gordon Neufeld. Et avec l'expérience que j'avais, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vraiment expliquer et nous amener à voir autrement nos jeunes, nos petits, d'une approche développementale et avec l'attachement. Cette présentation ce soir, qui est vraiment pour les gens qui travaillent pour la plupart avec les petits de 4 à 8 ans. Alors, ça, c'est le focus de la présentation, mais vous allez voir que ça pourrait être appliqué dès la naissance jusqu'à un grand âge aussi. C'est une approche très, très, très complexe et compréhensible. Comprehensible. Mais en tout cas, c'est ça que j'aimerais vous partager et vous allez, avec Sarah et avec vos propres connaissances, appliquer ça dans votre contexte culturel. Alors, ce n'est pas pour vous dire quoi penser, mais juste une autre façon de voir parce que malheureusement, pendant plusieurs années, on est vraiment, on n'était pas dans une bonne piste pour vraiment travailler avec nos petits. Je vous encourage d'écouter les autres émissions pour mieux comprendre, mais j'espère que ce soir, ça va faire du sens pour vous, la présentation que je vais faire. Alors, je vais dans le moment partager mon écran. OK, c'est ça. Et la session 10, gérer les comportements difficiles, mais en réflexion, je voulais vraiment mettre l'emphase, pas nécessairement sur les comportements vraiment difficiles pour les enfants, mais vraiment qu'est-ce que nous, les adultes, trouvent difficile pour les comportements que nos jeunes nous apportent. Hein. Parce que qu'est-ce qui est très important, c'est que nos jeunes sont immatures, et puis on va parler de ça. Et là, on va parler de qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider les jeunes avec nos interventions, pour pas empirer les choses pour les autres. Alors, je vais présenter comment on peut utiliser une discipline qui est basée sur l'attachement et adaptée au développement. Et premièrement, on va juste commencer par le mot discipline. Souvent, on pense avec le mot discipline qu'on doit corriger l'enfant, on doit l'enseigner l'enfant, on va lui amener à faire autrement parce que c'est pas correct qu'est-ce qu'il fait, et c'est vrai. Mais vraiment, quand on pense à nos petits, alors maintenant on parle de nos petits de 4 ans à 8 ans, que vraiment ce sont des jeunes qui sont immatures. Et qu'est-ce que c'est notre rôle comme adulte? C'est vraiment la discipline, c'est les actes que ce sont les choses que les adultes font pour imposer ordre au désordre de l'immaturité. Si vous connaissez les jeunes, les petits de 4 ans, 5 ans, 6 ans, oh boy, des fois, ils font des choses et il y a plein d'énergie, toutes sortes de choses qui se passent. Et c'est à nous, les adultes, de vraiment essayer de faire quelque chose pour les aider. Parce qu'ils sont comme ça à cause du fait que la maturité qui manque. Le développement du cerveau, et on a passé toute une heure là-dessus, qu'est-ce qui se passe au niveau du développement du cerveau, mais en effet, c'est que le cerveau commence à développer
dès la naissance ou avant la naissance et continue jusqu'à l'âge au moins de 25 ans de faire des grands pas de développement. Et nos petits de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils sont en plein développement, mais il y a plusieurs parties de leur cerveau qui n'est pas encore même connectées parce qu'il y a plusieurs parties de nos cerveaux qui doivent se connecter pour arriver à la maturation. Et c'est ça, c'est notre rôle comme adulte. On doit assumer la responsabilité d'orienter un enfant vers une direction civilisée, absolument, mais pour donner le temps et l'espace pour y arriver. Et si on pense maintenant avec les neurosciences que c'est 25 ans avant, dans les meilleurs états, dans les meilleures situations, que le cerveau commence à être vraiment connecté comme il faut, wow! Un petit de 4 ans est loin de là. Alors, c'est ça, c'est à nous d'accepter la responsabilité. Et j'adore ce photo-là parce que vraiment les deux, et particulièrement la plus petite, elle veut plaire, elle veut faire qu'est-ce qu'elle pourrait. Elle est là, elle est ouverte à nous. Mais elle est petite, elle va faire des erreurs. Et c'est exactement ça. Notre rôle, c'est de les garder hors des ennuis, au lieu de demander de contrôler leurs impulsions. Parce que le parti du cerveau qui est capable de contrôler les impulsions n'est pas encore très bien développé. Alors, les jeunes, ils vivent plein d'émotions et c'est à nous vraiment de les aider et de les garder hors des situations au-delà de leur niveau de développement. Et malheureusement, l'école est très important, l'éducation est très importante, mais des fois, qu'est-ce qu'on leur demande dans nos classes, dans nos garderies, dans nos lieux où on met plusieurs enfants ensemble, c'est trop pour eux autres, c'est difficile pour eux autres. Alors, c'est à nous de vraiment être sensibles de qu'est-ce qui est trop pour un jeune en développement. Et des fois, on peut les aider à décrire, à les guider vers des comportements appropriés, mais ça va venir de l'extérieur jusqu'à un moment que ça va venir de l'intérieur. Mais ça prend énormément du temps. Et se rappeler que les élèves d'âge préscolaire, ils ne réfléchissent pas à leurs sentiments. Les émotions sont grands en eux autres. Ils vivent des grandes émotions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les émotions, les émotions, les sentiments, c'est vraiment, ça fait partie de leur corps. Et puis, on le voit quand on voit un enfant joyeux. L'enfant joyeux, le joie, c'est partout dans son corps. Et aussi un enfant qui est fâché, un enfant qui a peur, ils vivent vraiment leurs émotions. Et malheureusement, à ce moment-là, à cet âge-là, c'est une pensée, un sentiment à la fois. Et pour nous, les adultes, parce que notre cerveau est connecté, et on a la capacité de vivre deux sentiments en même temps, deux pensées en même temps. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis je me souviens, il y avait une enseignante qui m'a dit, mais Eva, je ne comprends pas. Le petit a eu une crise après la récréation, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'avant que la cloche a sonné, il m'a dit, Madame, c'est un petit de 5 ans, un peu immature, Madame, je t'adore, je ferai n'importe quoi pour toi. Puis elle m'a dit, à ce moment-là, j'ai dit, oh, phew, OK, ça va être correct quand la cloche va sonner, puis maintenant, il va me suivre pour entrer dans l'école. La cloche sonne. Le petit est maintenant dérangé par le fait que la cloche signifie que la récréation est terminée. Vraiment, une seconde plus tard, il dit à l'enseignante, je te haïs. Puis elle m'a dit, comment il peut m'aimer à un moment et à un autre moment vraiment être contre moi? Mais j'ai dit exactement à cause de son immaturité. Il vit chaque émotion à la fois. Et il faut accepter ça, ça va être tout à fait normal. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que de petit à petit, quand le cerveau développe, ça va résoudre cette situation. Mais quand le cerveau est encore en développement, c'est très facile pour nos petits de faire des erreurs, de ne pas faire ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment à nous de bien les rassurer qu'on va encore et encore prendre soin d'eux. La petite fille ici, hein, elle a fait quelque chose avec la pâte. Hein. Dans le moment, elle est vraiment prise par sa joie. Elle n'est pas du tout au courant du fait
qu'en 2-3 minutes, il faut s'habiller pour aller dehors, pour retourner à la maison. Et c'est vraiment exactement ça. Oui, nous, on pourrait être frustrés avec elle parce que ça va prendre, nous, 2-3 minutes pour tout ranger ça, mais elle n'a pas fait ça par exprès. Elle voulait juste jouer et vivre cet plaisir. Alors, c'est très important pour nous de vraiment gérer notre réaction à un petit qui, à cause de son développement de cerveau, est seulement capable de vivre une chose à la fois. Alors, c'est très important dans les environnements qu'on crée pour les enfants, de vraiment avoir un climat de chaleur et de soin. Et juste des petites choses qu'on pourrait faire, c'est juste créer des rituels pour amener un sentiment de calme, des huiles essentielles, musique calme, juste des petites choses qui disent à un enfant qui entre dans notre classe, ah oui, il y a quelqu'un ici qui veut prendre soin de nous. Créer des espaces sécuritaires où les enfants peuvent être lorsqu'ils sont débordés. Souvent, des fois, les enfants arrivent de la maison, ils sont encore fatigués, ils n'ont pas bien dormi la nuit, et puis ils ont besoin peut-être d'un petit moment de repos. Alors, on peut créer un lieu avec un tipi, une tente, même jusqu'avec une table, avec une nappe, c'est pas grand-chose qu'on doit faire, mais c'est juste un petit lieu où l'enfant peut se retirer avec des matériaux sensoriels, des fourrures douces, des fidgets, des balles, etc. Alors, juste quelque chose pour que l'enfant aura la possibilité de faire quelque chose pour se calmer un petit peu, des casques anti-bruit et des activités tranquilles, des dessins. Alors, c'est vraiment là que l'enfant, si l'enfant a besoin de se retirer, on lui donne la permission de le faire. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que nous avons notre agenda, notre curriculum, notre plan de jour, etc. Mais ça, c'est notre plan et nous sommes les adultes. Mais il faut faire attention que des fois, on est en train de trop planifier pour nos jeunes et maintenant, nous sommes pressés et quand nous sommes pressés, ça augmente le sentiment de stress dans la classe. Alors, une chose que moi je dirais, c'est parce que ça prend du temps pour que le développement se place. Alors, planifie un peu moins pour que les enfants soient moins pressés. Quand l'enfant est moins pressé, il peut se développer comme il faut. Vraiment, essayer d'avoir de structure et de routine pour orchestrer le comportement. Il faut vraiment créer et enseigner des routines. Et une chose qui est vraiment quelque chose que nous, en éducation, on aime bien parler, on aime bien utiliser notre voix, on a peut-être choisi notre rôle exactement comme pour ça, mais pour un enfant, la voix, ça fait juste une petite partie de communication. Alors, si on veut vraiment dire à l'enfant, on va commencer à enseigner, maintenant c'est le moment de se calmer, d'écouter, etc. Est-ce qu'il y a un moyen d'attirer l'attention de l'enfant avec la musique, avec des chansons, avec des chants? Peut-être applaudir, un, deux, et puis l'enfant revient, un, deux, juste un petit quelque chose où on n'utilise pas nécessairement notre voix pour attirer l'attention de l'enfant. Et il faut vraiment, des fois, rendre les routines amusantes. Et c'est ça exactement, je vois souvent quand je fais des observations dans les classes pour la maternelle, la prématernelle, la 4 ans, que vous êtes vraiment, vraiment bien fait pour ça. Et vous avez plein d'idées intéressantes pour attirer l'enfant, les yeux de l'enfant, pour attirer l'attention des enfants, pour commencer quelque chose. Il faut aussi ne pas oublier, très important, d'avoir des repères visuels, des horaires visuels, des marqueurs visuels. Je vais parler de ça en quelques minutes. Mais juste pour retourner, les chansons, pour guider les transitions. Et la clé, c'est vraiment attirer l'attention des enfants sans élever la voix. Et c'est très important parce que maintenant, on veut que dans nos classes, dans notre programme préscolaire, que les enfants jouent et vont jouer. Et quand ils veulent être avec leurs amis, ils veulent parler avec leurs amis. Comment je vais attirer cette attention sans élever la voix? Alors, c'est ça exactement. On essaie d'amener les enfants à faire une action pour remplacer le comportement dérangeant. Et pour la plupart, le comportement dérangeant, c'est qu'il veut parler à ses amis. Alors, c'est ça exactement. Qu'est-ce que c'est
un comportement alternatif, comme les chansons, comme les chants, comme des gestes amusants. Et ce qui est important, c'est que quand les chansons finissent, maintenant, il y a un moment de silence, un sourire sur le visage de l'adulte. Et à ce moment-là, on est vraiment dans un lien d'attachement. Et quand l'enfant est attaché à nous, quand il regarde notre visage et notre visage est vraiment accueillant, ça va être beaucoup plus facile pour lui de nous suivre. Et aussi, des fois, si on veut que les enfants se déplacent, est-ce qu'on pourrait leur donner une action? Sauter comme un lapin, silencieux comme une souris, des grands pas comme un géant. Ce seront toutes les choses qui vont attirer l'attention même d'un enfant qui a beaucoup de problèmes à mettre le focus sur ce qui se passe dans la classe. Alors, tout comme ça, on va aider les enfants à faire ce qu'il faut faire, mais dans une attitude d'affection et d'attachement. Pour le visuel, absolument, et souvent, un grand défi, c'est éloigner les enfants les uns des autres, de s'asseoir dans le temps de cercle. Peut-être ça va très, très bien chez vous. Moi, j'étais demandé de conseiller une enseignante qui avait grande difficulté avec ça. C'était un groupe très, très, très immature, un peu dérangé. Et elle m'a dit, Eva, quand il s'assoit sur le tapis, il roule partout, il se touche, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce qui est important, c'est que comment on peut montrer aux enfants qu'est-ce que quelque chose de concret pour les montrer? Ça, c'est ton endroit, tu dois rester là. Et souvent, des échantillons du tapis vont aider un enfant à faire ça. Même avec ce groupe-là, on a suggéré pour certains des élèves, et ce n'était pas une conséquence, ce n'était pas une punition, c'était juste quelque chose par s'asseoir sur une chaise beaucoup plus clair comment je dois m'asseoir et où est-ce que je dois s'asseoir, ou un tape collant ou quelque chose. Parce que le visuel, quelque chose qui est vraiment concret est plus facile pour un enfant que de toujours les corriger, séparer, etc. Et on a appris ça maintenant pendant la pandémie parce qu'on doit s'éloigner des uns les autres à 2 mètres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur les planchers des autocollants pour le plancher, des rubans adhésifs, on peut utiliser. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile si on veut que les enfants soient en rang, que les enfants pourraient être là. C'est très facile, très visuel. Utiliser des photos pour guider le comportement. Heureusement, on a maintenant toutes nos... c'est pas difficile de prendre des photos. Et si on veut que les enfants rangent les tapis, OK, on a utilisé les tapis pour le moment pour s'asseoir dans le cercle, et maintenant on veut les ranger. Est-ce qu'on peut mettre un petit visuel pour les montrer comment on doit les ranger? Ça, c'est peut-être un peu un grand défi pour des 4 ans, mais tout de même, vous pouvez prendre une photo et même pour où les articles devraient être rangés. Alors, les jouets, et on met les photos sur le côté, mais aussi là-dedans. Alors, un petit qui est en train de ranger les choses, si vous avez décidé que les voitures vont ici et les blocs vont là et les choses vont là, le visuel va lui guider à faire la bonne chose. Et j'en suis certaine que vous avez plein d'idées comme ça, mais juste pour vous encourager que ça fait une grande différence. Et des fois, quand on voit des problèmes de comportement, des fois, on se demande, oh, peut-être c'est parce que les enfants ne sont pas guidés facilement à faire la bonne chose. Et c'est ça toujours le défi, de trouver un autre moyen d'aider l'enfant à faire la bonne chose. Lorsqu'ils sont en difficulté, le grand règle, le grand signe, c'est vraiment lorsqu'ils sont en difficulté, il faut les aider au lieu de les corriger. Nous devons rester vraiment patients et résister l'urgence de leur donner une leçon parce que les choses vont changer à mesure que le cerveau mûrit. J'ai un exemple ici qui me vient en tête parce que je suis encore demandée pour aider une jeune enseignante qui n'a jamais enseigné des petits de 4 ans et puis elle en avait 18 dans sa classe. Puis, elle était vraiment très gentille. Puis, elle m'a demandé, Eva, viens me voir, viens regarder dans ma classe. J'aimerais bien avoir des conseils pour
pour faire des choses comme il faut pour les petits. Puis elle dit, j'ai une de mes élèves qui s'appelle Marie et j'ai de grands soucis pour elle. Alors, je suis allée observer et elle faisait plein de choses excellentes, merveilleuses. Mais j'ai vu Marie. La situation avec Marie, c'était, elle avait un petit son anniversaire, c'était le mois de septembre. Elle avait que 3 ans. Elle était vraiment une grande petite fille, très mignon, mais très grande. Presque 2 fois plus grande que les autres dans la classe, mais la plus jeune. Puis, et puis l'enseignante m'a dit, j'ai tellement peur pour elle, Eva, parce qu'elle est tellement gentille. Elle veut jouer avec les autres. Elle n'est pas une mauvaise petite fille. Elle veut vraiment jouer, mais à cause de sa grandeur, le moment qu'elle devient un peu frustrée, elle juste touche aux autres. Ils ont l'impression qu'elle va faire mal, elle va leur faire mal. Puis, j'ai vraiment peur pour elle. Elle va avoir une mauvaise, les autres enfants vont avoir peur d'elle. Alors, j'ai remarqué qu'est-ce qui se passait dans la classe et c'est vrai, Marie est allée voir 2 autres petites filles, puis ils ont regardé comme ça, oh, elle vient. Et puis, j'ai dit, Madame, l'enseignante m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, laisse Marie jouer juste pour 2, 3 minutes avec les autres. Mais après 2, 3 minutes, avant qu'il y ait une situation qui arrive, retire Marie de la situation. Mais elle m'a dit, Eva, Marie doit apprendre comment jouer avec les autres. Mais j'ai dit, oui, elle va l'apprendre pendant l'année. Mais dans le moment, si on laisse aller la situation, les petites frustrations vont arriver, Marie va peut-être pousser un autre et ça va vraiment avoir difficulté. Retire Marie avant les problèmes. Et créer un espace pour elle où elle peut jouer toute seule, etc. Puis, je vais dire, plus tard, hein, c'est pas dans le moment qu'on doit amener ou enseigner Marie comment jouer avec les autres ou les autres jouer avec Marie. C'est beaucoup plus tard. Votre rôle, c'est vraiment de protéger Marie jusqu'à un moment où le développement, sa maturité arrive et elle doit être beaucoup plus capable de faire qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai dit, c'est avec tous les élèves, ton rôle, c'est vraiment de juste créer des situations pour éviter des problèmes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, je ne suis pas invitée de revenir plus tard dans l'année scolaire, mais à ce moment-là, j'étais invitée le mois de mai de revenir pour voir une autre situation dans l'école, mais j'avais la possibilité d'observer Marie. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une petite fille très fière d'elle-même, qui était bien aimée par les autres élèves parce que Madame a fait ce qu'il fallait faire pour protéger Marie et pas d'enseigner Marie. Et puis Marie, naturellement, a développé la capacité d'interagir avec les autres. Alors, c'est ça que j'essaie d'expliquer ici, c'est de repenser l'urgence dans les médias. Malheureusement, il y en avait il y a longtemps, mais ça persiste, des psychologues qui n'étaient pas capables de voir dans le cerveau. Ils disaient que les comportements sont renforcés par sont appris par les renforcements. Mais maintenant qu'on connaît bien le cerveau, qu'on connaît bien la complexité du cerveau, les comportements ne viennent pas à cause d'un renforcement. Et l'idée que chaque comportement doit être corrigé dans le moment pour le changer augmente le stress sur la relation adulte et enfant. Et qu'est-ce qui est important ici, c'est que si on essaie de trouver la bonne récompense, les conséquences pour gérer le comportement, on va oublier que la grande partie des comportements découle à cause des émotions et des instincts et qui sont tempérés par la maturation. Mais la maturation, ça dure longtemps avant qu'il arrive et parmi nos petits de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, cette maturation n'est pas encore là. Leur capacité de tempérer leurs émotions et leurs instincts n'est pas là. Alors, c'est la maturation et non l'apprentissage dans le moment.
présent, dans le moment présent, qui permettra de résoudre la plupart des problèmes de comportement. Mais il faut avoir énormément de patience avant d'y arriver. Mais c'est exactement ça qui est arrivé avec Marie. Des fois, il faut gérer des circonstances. Un enfant qui qui aime jouer avec les blocs, mais chaque fois qu'il joue avec les blocs, il lance les blocs et les autres sont affectés par ça, même peut être blessé par ça. On peut, on peut gérer cette circonstance et dire à cet enfant-là, non, non, ce n'est pas permis pour toi de jouer avec les blocs. Mais qu'est-ce qui est la différence entre donner une conséquence et gérer une circonstance? C'est que on peut l'enlever, mais je m'excuse, c'est parce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant. On ne veut pas que cet enfant est vu comme quelqu'un qui blesse les autres. Alors, c'est très important pour cet enfant. On peut lui laisser jouer avec des choses, disons avec des choses comme des marionnettes, mais pas des marionnettes en bois, mais des autres marionnettes. S'il lance les marionnettes ou les poupées, ça ne va pas blesser un autre enfant. Alors, c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant, mais pas parce qu'on veut changer son comportement. Un enfant qui est souvent frustré, qui veut souvent lancer des choses, c'est un enfant où il est bouleversé par l'émotion de frustration. Et nous, doit travailler la frustration pour aider cet enfant à trouver un autre moyen d'exprimer ça. Mais pour protéger les autres, absolument, il faut faire quelque chose. Mais c'est comme une nuance, mais une nuance tellement importante. La nuance, c'est que moi, l'adulte, je vois une situation où moi, je dois faire quelque chose pour aider l'enfant. Au lieu de penser, je vais enlever les blocs pendant 2 jours pour voir si lui, il peut changer son comportement. À l'âge de 4 ans, les changements de comportement, ça ne passe pas en 2 jours. Si l'enfant a vraiment d'autres problèmes, comme des grandes émotions qui vivent en lui. Alors, c'est vrai, si un enfant a souvent des ennuis, c'est vraiment des questions que nous, on doit se demander. Quand est-ce que cet enfant vit les moments difficiles? Où cet enfant vit-il des moments difficiles? Avec qui? Et souvent, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vraiment de faire des observations, de remarquer, ah oui, c'est toujours le matin, ou c'est plutôt fin de la journée, ou jusqu'avant l'heure du dîner, quand il a faim. Ce sont des moments difficiles pour lui, avec les remplaçants, avec les suppléants, avec l'enseignant de l'anglais peut-être. Euh, c'est à nous vraiment de déterminer. Et maintenant, c'est à nous d'aider de trouver une autre façon. Alors, guider-les vers une autre activité. Alors, avec notre petite Marie, parce que ça peut vraiment détériorer quand elle joue avec les autres filles. Je vais laisser un petit moment. Je dis, ah, viens Marie, j'ai quelque chose pour toi. Et puis, comme ça. Ou assurer une surveillance supplémentaire. Et lorsqu'une mauvaise conduite se produit, il faut vraiment considérer-la comme un accident. Marie ne voulait pas blesser les autres élèves. Quand elle a poussé un autre élève, c'était par accident que l'autre était peut-être un peu bouleversé par ça. Alors vraiment, c'est à nous de vraiment aider l'enfant et d'aller à côté, de venir à côté pour l'aider. Se rappeler, et ça vient avec les autres sessions qu'on a déjà présentées, c'est que derrière des problèmes chroniques, on voit quoi? Trop de frustration, particulièrement des frustrations de l'attachement, une immaturité qui vient avec, disons, l'anniversaire de septembre, ou une histoire d'expérience défavorable vécue durant l'enfance parce qu'un enfant qui a vécu plein de traumatismes, malheureusement, son développement est affecté et lui pourrait être un jeune de 8 ans qui est plutôt comme un enfant de 4 ans à cause de sa vie. De qu'est-ce qu'il a vécu dans ces circonstances. Alors, c'est vraiment à nous de dire, ah oui. Alors, on change notre façon de penser, de demander qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant et au lieu, on va dire qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant et que pouvons-nous faire pour aider. Et c'est à nous de faire ça. Alors, est-ce qu'il y en a des circonstances qui contrôlent l'enfant? Notre rôle, c'est d'anticiper et prévenir. La récréation, est-ce que cet enfant a besoin de plus de surveillance?
dans les couloirs, loin des autres étudiants. Je me souviens, il y avait une petite jeune qui a toujours des problèmes quand il se fallait se mettre des vêtements, particulièrement le kit pour l'hiver. Est-ce que lui, il peut faire ça dans un autre lieu où il y a moins de jeunes? Les salles de bain, j'espère que vous en avez dans vos classes, mais des fois, il faut les surveiller. Déjeuner dans un espace plus calme et vraiment, s'il y a un enseignant suppléant, faire des présentations et peut-être l'enfant peut aller avec quelqu'un d'autre qui connaît mieux parce que les enfants sont dérangés par les étrangers et ça peut lui amener à avoir des difficultés. Dans le moment, dans l'incident, oui, des fois, il faut adresser le comportement. Absolument. S'il y en a d'autres élèves qui voient que le petit sacre ou il a frappé un adulte ou a fait quelque chose vraiment pas comme il faut, oui, c'est très important de dire des choses comme c'est contre le règlement de notre école, on ne peut plus faire ça, etc. Alors, on dit quelque chose, mais ce n'est pas pour changer le comportement de ce jeune-là. C'est pour donner assez pour que les autres élèves sachent que on prend ce comportement au sérieux. Parce que les jeunes, ils nous regardent, ils disent, mais pourquoi madame laisse cet enfant-là frapper les autres? Non, non, je vais faire quelque chose pour dire, je prends ça au sérieux. Et j'essaie de sortir cet enfant de la situation. Les autres élèves vont dire, OK, madame s'en occupe de ça, monsieur va s'en occuper de ça. Pouf, c'est fini. OK, on est correct. Mais, et si l'enfant est vraiment débordé, vraiment dérangé, qu'est-ce qu'on essaie? S'il lance des choses, peut-être retirer les autres élèves, si c'est possible d'enlever les objets dangereux. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est parce que dans ce moment-là, particulièrement si les autres élèves sont en danger, c'est très facile pour nous de parler plus fortement et essayer de lui montrer qu'on est mais si les autres élèves sont partis, il faut faire attention parce que notre ton de voix, notre posture peut augmenter les émotions de cet enfant-là. Alors, dans le moment que la situation est un peu réglée, souvent, qu'est-ce que j'ai vu, et c'est pas ça que moi, je suggère aux gens, c'est ça que j'ai vu parmi les gens qui sont vraiment, vraiment excellents en réaction avec les uns. Ils ont baissé le ton de voix. Ils ont changé un peu la posture, les épaules un peu en bas, parce que l'enfant se sent moins menacé si nous donnons l'air d'être calme et d'être en charge d'une situation. Et si l'enfant nous essaie de nous menacer, si on recule, il va nous suivre. Et comme ça, on peut lui amener à un lieu où on peut faire des choses. Alors, et peut-être aller chercher quelqu'un qui pourrait nous aider dans la situation. On va être comme le directeur du trafic. Il faut connaître nos limites aussi parce que des fois, il y en a certaines de nos jeunes, on est vraiment conscient, oh, ils commencent à être bouleversés, ils commencent. Alors, très important des fois de retirer cet enfant de la classe, mais on va utiliser ça un temps à part au lieu d'une retraite et on peut diriger l'enfant peut-être dans le coin de calme ou à quelqu'un d'autre. Et il y en a des élèves qui n'aiment pas ça sortir de la classe, mais si on leur demande, « Oh, pourrais-tu me livrer ce livre ou cette enveloppe? Oh, madame a tellement besoin de ça, pourrais-tu? » Et le message avec l'adulte qui reçoit l'enveloppe, c'est que, ah, il y a quelque chose qui se passe en classe, le petit a besoin d'un petit moment de repos, l'enseignant a besoin d'organiser sa classe, etc. Et l'enfant sent en sécurité parce qu'il n'est pas retiré de la classe, mais envoyé à quelqu'un d'autre. Alors, technicien de comportement, le centre de soutien bienveillant. Et à la fin, on va faire un retour pour accueillir le jeune dans notre classe. Si un enfant était retiré de la classe parce qu'il avait des difficultés, ce temps à part devient un temps avec. Quand l'enfant est sorti de la classe, la personne qui doit prendre soin de l'enfant, accompagner dans les émotions. Et les trois grandes émotions vécues par nos enfants quand ils sont en difficulté sont pour la plupart la frustration. Cela ne fonctionnait pas pour toi. L'alarme, c'était effrayant. Tu voulais juste partir. Poursuite, tu voulais qu'il t'aime. Et il y a souvent les trois choses. L'enfant est frustré parce que son ami ne veut pas jouer avec lui. Alors, si on est capable d'accompagner l'enfant dans ses émotions,
on va vraiment avoir la possibilité de lui guider. Ou des fois, il faut vraiment qu'il exprime ses émotions, exprime la frustration en frappant, en lançant quelque chose. Et on a créé des salles des émotions où là, on a des nouilles de piscine pour aider l'enfant à évacuer ses émotions avant d'aller plus loin dans son cheminement. Ou il y a des fois des enfants qui ne veulent pas exprimer leurs émotions, mais veulent faire quelque chose, une activité apaisante. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est parce que les gens sont souvent un peu, ils font un jugement parce qu'ils voient qu'on réagit avec la compassion, avec une empathie envers l'enfant. Ils disent, mais vous allez renforcer les mauvais comportements, mais c'est être gentil avec un enfant en détresse ne renforce pas son comportement improprié. Honnêtement, si on fait la réflexion comme nous, de notre position comme adulte, on voit ça. Moi, si, disons, un jour, je suis en mauvaise humeur, je pars de la maison, mon mari me voit et note que je ne suis pas en bonne humeur et malheureusement, à cause de mon mauvaise humeur ou ma fatigue ou n'importe quoi, j'ai pas une bonne journée au travail et puis j'appelle mon mari, je dis, ah, il dit, Jean, ils sont comme ça, j'ai pas eu une bonne journée aujourd'hui. Quand j'arrive à la maison, un mari, un époux, une épouse qui est vraiment comme sensible va faire quelque chose. Il ne va pas me accueillir à la porte en disant, mais Eva, qu'est-ce que tu as fait pendant la journée? J'ai vu que tu étais en mauvaise humeur. Peut-être tu dois aller dans ta chambre pour réfléchir sur ta journée et me dire qu'est-ce que tu devrais faire autrement. Non, 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 c'est pas ça qui doit se passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le pizza au four, il va faire le thé pour me accueillir. Et c'est exactement ça que nous, on veut comme adultes. Si ça ne passe pas bien pour moi, prends soin de moi. À cause de notre cerveau bien développé, on est capable, et puis on pourrait, en mangeant le pizza, je pourrais lui dire, est-ce que j'étais en mauvaise humeur ce matin? Oups! Mais un petit de 4 ans, il ne peut pas, il veut juste comprendre que nous, on lui connaît. Alors, être avec ou bienveillant avec un enfant en détresse le rassure et lui permet de savoir que les adultes s'occupent de lui. Des attachements forts favorisent la maturation et permettent aux adultes de guider l'enfant. Si les enfants comprennent que nous, on va prendre soin des autres, ils vont avoir le désir de nous suivre avec la plus grande possibilité selon leur âge. Alors, un enfant qui est bouleversé, juste gérer la situation, minimiser les dommages. Il n'y a pas une seule intervention qui va corriger ou réparer l'enfant. Il est très important de protéger la relation. Pour certains de nos jeunes, ils ont besoin de plus de temps de jouer, moins de temps de travailler et plus de temps de jouer. Et le seul remède pour un enfant plein d'alarmes et de frustration est le temps, beaucoup de temps, l'attachement et la patience. Alors, ils ont besoin de nous vraiment de prendre cette responsabilité et de vraiment réévaluer certaines de nos pratiques disciplinaires. Parce que malheureusement, et je fais partie de ça, heureusement, pendant les derniers 20 ans ou plus, j'ai changé toutes mes pratiques, mais malheureusement, si on ne fait pas une bonne analyse avec l'importance de l'attachement, avec l'immaturité, avec la vulnérabilité des enfants, on va continuer à utiliser des pratiques qui sont malheureusement contre-indiquées. Le retrait, quand on dit à un enfant, retire-toi et quand tu es prête à revenir, des conséquences ou enlever quelque chose à qui ils sont attachés pour changer leur comportement, même des systèmes de récompense ou l'évaluation en fin de la journée dans l'agenda, ils ne sont pas conseillés parce que premièrement, le préfrontal n'est pas encore développé. L'enfant n'est pas capable à l'âge de 4 ans, 5 ans de vraiment réfléchir sur qu'est-ce qui se passait et d'envisager dans le moment une autre alternative. Et l'autre chose, c'est que les interventions comme ça sont vécues par l'enfant. Et c'est ça qui est important de comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'enfant.
Ils sont vécus par l'enfant comme un attachement conditionnel qui les met dans une alarme de séparation. Maman, mon enseignant, mes parents peuvent m'aimer seulement quand je suis une bonne petite fille, un bon garçon. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut les aider à faire ce qu'il faut faire, mais il faut faire attention. L'échelle du comportement, que j'en suis certaine, certains d'entre vous ont utilisé pendant le mois de septembre. J'ai pas grande difficulté avec ça pendant les premières semaines de l'école parce que c'est une façon vite de montrer aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et c'est non-verbal. J'ai parlé de l'importance du non-verbal. Alors, l'enfant voit qu'il se trouve dans le jaune. Il va regarder autour de lui et essayer de faire qu'est-ce qu'il faut faire parce que les autres élèves sont dans le vert. Absolument, très facile. Mais après le mois de septembre, honnêtement, vous savez quels sont les jeunes qui sont toujours en jaune, rouge ou orange ou rouge? Parce que les petits, s'ils pouvaient changer leur comportement, ce serait déjà fait. Alors, l'immaturité et les besoins émotionnels sont à l'origine de la plupart des mauvais comportements selon les jeunes qui ont des difficultés à gérer ça. Alors, le système de vigilance peut entraîner un sentiment d'honte ou d'alarme et peut déplacer dans d'autres comportements, même affecter les jeunes qui sont bons, ils ont peur tellement de tomber en jaune. Alors, après le mois de septembre, honnêtement, il faut prendre le temps de vraiment mettre en place d'autres interventions pour prévenir des problèmes, pour gérer le comportement, comme j'ai déjà expliqué. L'agenda. Je vais prendre un petit moment pour ça parce que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On pense que, et même moi, je n'étais pas contre ça, à la fin de la journée, c'est une communication avec les parents pour les montrer, pour les expliquer comment se passait la journée. Et encore une fois, le mois de septembre, c'est bien parce que maintenant, c'est une communication. Mais après le mois de septembre, encore une fois, ça va être peut-être les mêmes qui vont recevoir les jaunes et les rouges. Mais qu'est-ce qui est difficile ici, c'est que maintenant, on demande à l'enfant d'amener ce visage jaune ou rouge pour montrer aux parents. Et l'enfant est sensible au fait que le parent va être déçu. Et avec cette déception, il va vivre une séparation. C'était une maman dans une classe, ça fait longtemps qu'avec Valérie, on avait une classe des mamans qui sont retournées pour étudier. Et puis, il y avait une madame qui m'a dit, Eva, c'est exactement ça. Je suis parent monoparental, 3 garçons, le petit, j'arrive à l'école pour lui amener à la maison, j'ai 15 minutes avec lui. Après ça, c'est 15 minutes à lui. Il dit, Eva, quand il a le petit bonhomme vert dans son agenda, il prend ma main, c'est excellent, on a une très bonne communication. Mais quand il a reçu bonhomme jaune ou rouge, il refuse de prendre ma main. Il refuse de me parler. Et pourquoi Eva? Ben, j'ai dit, Eva, je ne fais absolument rien. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de punition à la maison. Mais j'ai dit non, mais il ne veut pas voir dans tes yeux la déception. Alors, c'est très important de voir ça de l'aspect de l'enfant. Et l'autre chose, maintenant, le parent veut vraiment rectifier le comportement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Il y a plein de choses qui arrivent à l'école, il y a des autres élèves, etc. Maintenant, l'adulte devient frustré et essaye de changer l'enfant et essaye même de parler à l'enfant. Et puis, honnêtement, j'ai rencontré plein de parents qui ont dit, non, non, Eva, je fais absolument rien. C'est juste une petite conversation que je vais avoir avec lui, juste pour lui expliquer comment faire autrement. Mais à cause de son immaturité, à cause de ses émotions, il ne peut pas faire autrement dans le moment pendant toute la journée. Et qu'est-ce qui est important ici? Même les adultes, je donne l'exemple que ma fille essaye de perdre des poids et puis elle m'encourage parce que je suis avec elle et elle m'encourage à faire la même chose et puis elle essaye toujours de me parler. Maman, si tu manges ça, c'est mieux de ne pas manger ça. À un certain moment, j'ai dit à ma fille, je connais très, très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Arrête de me parler de comment je peux changer mes comportements parce que je ne suis pas capable dans le moment.
Alors, c'est très important. Juste parler avec un enfant peut augmenter cette émotion. Alors, il n'y a pas de repos. Et qu'est-ce qui est important pour le développement du cerveau? C'est un moment de repos. Le cerveau développe seulement quand il y a de repos. Et même les bons enfants sont susceptibles. Ils ont tellement, des fois, on a des crises de nerfs le dimanche soir. Maman, j'ai tellement peur que ça va être cette semaine que j'aurai pas les bonhommes verts. Oups, on a augmenté l'anxiété même chez les bons enfants. Alors, c'est exactement ça. Et il faut faire attention aussi parce que c'est nous, les adultes à l'école, qui amènent cette mauvaise nouvelle, qui demandent à l'enfant d'amener la mauvaise nouvelle à la maison. Et l'alarme augmente chez les enfants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est important de communiquer avec les parents. Heureusement, on a plein de façons maintenant de communiquer, des messengers, des choses, il y a les emails, etc. Mieux de communiquer après. Mais là, vraiment, des fois, il faut inviter les parents, montrer beaucoup d'empathie parce que les parents, ils font leur mieux et vraiment juste concentrer sur juste une petite chose qu'on pourrait faire autrement pour aider l'enfant. Pas demander aux parents de tout changer dans la vie de l'enfant, mais juste une petite chose. Peut-être aller dormir quelques minutes un peu plus tôt. Mais qu'est-ce que moi j'ai remarqué, et la même chose que moi avec mon mari, avec le pizza et la thé, c'est que une façon de communiquer avec un parent qui la journée n'était pas tellement bon, écrire dans l'agenda, lui, il a besoin de plus d'amour ce soir, plus de confort, un pain, quelque chose pour lui aider. Et ça va dire aux parents, ah oui, il a eu une journée difficile et moi, et on encourage les parents de prendre soin d'un enfant en détresse. Et des fois, on doit aller chercher d'autres aides pour aider les parents. OK. Encore un petit moment pour vous aider avec une situation qu'on se trouve souvent, soit dans nos classes ou dans nos maisons, à la maison. Gérer les conflits entre les jeunes enfants. Premièrement, oui, on sait que en général, on veut que les enfants aient la capacité de gérer leurs propres conflits. Et il y a plein de situations où c'est possible. Mais c'est à nous vraiment de surveiller qu'est-ce qui se passe dans notre classe et d'être au courant des jeunes qui vont facilement exploser, facilement vraiment avoir des difficultés. Et c'est très important que nous, on va prendre le moment, le rôle de guide. Noter des situations qui peuvent devenir un problème et comprendre que résoudre un problème pour un enfant de 4 ans, 5 ans, ce n'est pas facile parce que son cerveau n'est pas encore bien développé. Et qu'est-ce qui est important? Disons, les deux, ils veulent jouer avec le même un petit camion. Hein? Non, c'est à moi le camion. Non, c'est mon tour le camion. Non, c'est mon tour le camion. OK, wow. Qu'est-ce qui est important ici, vraiment, c'est encore une fois, d'accompagner l'enfant dans ses émotions. Ah, toi, tu voulais vraiment jouer avec le camion et toi aussi, tu voulais vraiment jouer. Ah, c'est tellement frustrant. Tous les deux, vous voulez jouer avec le camion. Les émotions. Et si des fois, quand on fait ça, des fois, il y a un qui va dire, OK, madame, je peux lui laisser le camion. Parfait. Mais sinon, tous les deux sont là. Le camion, c'est à eux. Maintenant, c'est nous, l'adulte, qui va dire, et les garçons, moi, je prends le camion pour le moment. Ce camion a besoin d'un peu de repos. Il est tellement fatigué maintenant. Et vous allez faire d'autres choses. Viens, on va faire comme ça. Alors, des fois, l'enfant, il n'est pas tellement content avec nous, mais c'est tellement important de prendre le lead, de prendre la décision. Et c'est à nous de vraiment trouver un moyen de vivre cette situation difficile. Et des fois, on va prendre notre décision. Essayez de devenir qui a fait quoi à qui et qui avait raison. Vous savez, c'est presque impossible. Presque impossible. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent, les non-verbales, les petits mots, les petits gestes. Je me souviens quand j'étais jeune fille, ma soeur, ma petite soeur, une fois a commencé à crier
on était aux tables, on mangeait notre dîner. Elle a commencé à crier contre son frère. Pierre, Pierre, arrête! Puis ma mère a dit, hé, Pierre a absolument rien fait. Mais ma soeur a dit, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Comment on peut faire ça? Alors, c'est trop d'informations. Honnêtement, le conflit est souvent vient de notre situation. Un enfant qui arrive de la maison plein de frustration. Le moment que quelqu'un fait le moindre de choses, il va frapper. Et comme un petit, il va dire, c'est à cause de lui, il m'a fait quelque chose, mais c'est parce que sa frustration était grande comme ça. Alors, trop difficile de vraiment savoir qui a fait quoi à qui, etc. Alors, et les immatures vont insister dans le moment. Non, c'était pas ma faute, c'était de la faute à lui. Non, c'était pas ma faute, c'était pas ma faute. Alors, très important de ne pas essayer de régler tout ça dans le moment. Ça va aller beaucoup plus loin. L'âge de 7-8 ans, on peut avoir des discussions, c'est la faute à qui, mais pas à cet âge-là. Accompagner chaque enfant dans son expérience, essayer de refléter la frustration, l'alarme, la poursuite et amener l'enfant à la tristesse. Ah, tu voulais vraiment jouer avec le camion. Ah, ça allait pas bien. Ah, tu n'as pas aimé ça quand il t'a dit de refuser de jouer avec toi. Ah, tu veux vraiment travailler avec lui. Ah, c'est vraiment, tu es blessé. Si tu as de la peine. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que la plupart des jeunes, ils ne veulent pas la résolution du problème. Ils veulent juste être écoutés, accompagnés, qu'on comprend qu'est-ce qui se passe dans leur vie émotionnelle. Ne pas donner une leçon et ne peut pas parler trop. Agir, ne pas parler. Faire qu'est-ce qu'il faut faire, séparer les jeunes, juste le fait. Moi, j'ai observé un collègue, un beau jeune homme qui est devenu l'enseignant de la maternelle. Il avait plein de capacités d'information, même très formé avec Neufeld parce qu'il travaillait avant avec les ados. Puis il m'a dit, Eva, comment est-ce que je peux faire ça avec les petits? J'ai dit, pas de problème. Ils sont comme des ados, mais en plus petits et beaucoup plus mignons. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Mais qu'est-ce que j'ai remarqué quand je lui ai observé, c'est qu'il parlait trop. Parce que quand les deux petits, ils bousculaient un peu dans le couloir et maintenant il faut les séparer, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que Pierre, Pierre, je t'ai dit, mais il faut faire comme ci. Et Johnny, il faut faire comme ci. Là. Et qu'est-ce que moi, j'ai remarqué que les deux garçons l'ont regardé comme ça. Est-ce que M. Jeff m'aime encore? Est-ce que M. Jeff m'aime encore? Ils n'ont absolument rien pris dans ce moment-là. Plus tard, on peut les parler, mais dans la plupart, ça va passer. C'est juste quelque chose, faire quelque chose. Séparer les enfants gentiment. Donner à un enfant quelque chose d'autre pour jouer avec ou demander les enfants à venir m'aider. Et, oui, alors, les enfants, ils aiment beaucoup aider, particulièrement M. Jeff. Ah oui, juste faire quelque chose pour gérer la situation. Et une autre chose, souvent on se dit, mais quand l'enfant a blessé ou fait mal à un autre enfant, est-ce que lui, on doit s'excuser parce que l'autre élève, il était blessé, il était mal pris, il y a quelque chose qui se passait avec lui. Mais c'est tellement intéressant, ils ont fait la recherche. Parmi les petits de 4 ans, 5 ans, ils leur demandaient, s'il y a un jeune, un de vos amis, vous dites, je m'excuse, je suis désolé, mais ce n'est pas authentique. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va bien? Et ils ont dit non, j'haïs ça. Alors, vraiment, si ce n'est pas authentique, c'est pas sincère, non, on ne doit pas faire ça. Mais quelqu'un me dit, mais Eva, l'autre, on doit faire quelque chose pour l'autre qui était blessé. Absolument. Mais qu'est-ce qui est important, c'est pour lui de venir dire, tu es blessé, ça peut aller bien pour toi. Oui, je m'excuse. Je vais faire quelque chose, je vais améliorer les choses. Je vais vraiment désolé que ça soit, c'est arrivé. Je vais faire quelque chose. L'enfant veut être reconnu dans sa détresse et veut savoir que quelqu'un va faire quelque chose pour lui aider. Et même l'enfant qui a fait la mauvaise chose dans un moment d'émotion, souvent plus tard, ils ont l'air un peu d'honte, etc. Et on pourrait même leur dire, je m'excuse, je n'étais pas assez vite à voir que la situation était difficile pour toi. Et vraiment intéressant. Et tout ça va montrer à l'enfant, je prends soin de toi.
Alors, juste vite, pour terminer, et ce sont des conseils de Dr. Neufeld, ne pas foncer tout droit dans l'incident. Engager les instincts d'attachement avant d'essayer d'intervenir. Vraiment, quand l'enfant est attaché à nous, ils vont suivre nos consignes. Nourrissez et protégez le désir de l'enfant d'être bon pour nous. Connaître nos limites et travailler à l'intérieur de celles-ci. Demandez de l'aide si vous avez un enfant difficile à gérer. Demandez de l'aide. Demandez des moments, même si quelqu'un pourrait lui prendre pour 5 minutes pour juste vous aider à gérer votre classe. Très important. Faire le pont parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé. On va tout perdre notre patience. On va tout dire des choses qu'on ne voulait pas dire, mais dans le moment, nous aussi, on n'est pas bien tempéré. Mais qu'est-ce qui est important? Mettre le focus sur le prochain point de connexion. On se voit demain et je serai là pour t'aider. Les mesures de retour pour les immatures, assumer la responsabilité de l'enfant et de lui qui a des ennuis. Utiliser les structures et les routines pour orchestrer le comportement, changer les circonstances, décrire un comportement approprié, oui, aider les enfants à trouver des moyens de trouver quelqu'un pour leur aider, comment demander de l'aide, quoi faire pour avoir une pause, mais ne pas oublier avec les plus petits, ça, c'est pas facile pour eux autres. En effet, j'aime bien Bill Watterson qui est capable de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe chez les jeunes. Ça, c'est Calvin qui dit « Je suis en colère, laissez-moi tranquille, je déteste tout le monde. » Personne ne comprend que je veux seulement être rempli d'attachement. Les jeunes dont les comportements sont problématiques essayent juste de nous dire qu'ils ont besoin de nous pour les aider. Les enfants grandissent et maturent lorsque les adultes créent un jardin relationnel. Et l'idéal ici, les adultes qui sont à côté des enfants qui jouent. La maturation se produit en ce moment-là. Ma collègue Deborah McNamara dit à l'intérieur de nos enfants se trouve un plan de développement et nous sommes les jardiniers dont la nature a besoin. Merci beaucoup, Eva. Merci. Maintenant, c'est la période de questions, commentaires. Je vous invite à ouvrir votre caméra si vous le désirez. On se retrouve tous ensemble et en fait, on aime bien là, vous entendre parler. Donc, c'est votre partie à vous et nous sommes disponibles pour répondre aux questions ou ajouter. Puis, il y a Sarah aussi qui apporte sa perspective Première Nation. Donc, voilà. Sarah, peut-être, il y a peut-être un petit retour, un commentaire que tu aimerais faire parce que c'est une grande théorie, mais on cherche toujours ta réaction. Oui, Eva, c'est une grande théorie, mais une théorie que si vous avez bien écouté et que vous avez la chance d'être une membre des Premières Nations, peut-être que ça le fait résonance. Peut-être que vous avez trouvé dans qu'est-ce que Eva dit des choses qui fait un reflet avec comment on vous a transmis ou avec vos aînés ou avec vos ancêtres. Parce que ce matériel-là, cette vision-là qu'Eva présente, ça va vraiment, vraiment bien avec nos savoir-faire, avec notre sagesse, de l'apprentissage dans nos communautés, chez nos Premières Nations. D'abord, je voulais parler un petit peu tout d'abord en entrée, comment on apprenait. Hein? On apprenait par l'exemple. On apprenait par l'expérience. Donc, Eva vient nous dire que nos enfants, avec leur maturité ou leur immaturité, plutôt, ont le droit à l'erreur. C'est normal qu'ils agissent comme ça. C'est leur frustration qui les font agir comme ça quand ils agissent, qu'on a l'impression qu'ils agissent pas bien. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, d'être là pour eux, d'être la solution pour eux. Donc ça, nos aînés savaient très bien le faire. Et pour apprendre par l'exemple, bien, il faut nous-mêmes avoir fait ce processus-là. Donc, il faut nous-mêmes être dans un processus d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage tout au long de la vie. Dans la roue de médecine, on voit bien que
le rôle des enfants, qui sont nos enfants. Nos aînés les avaient très bien observés. Ils connaissaient ces codes-là. Donc, quand on voyait un enfant qui se mettait probablement un peu dans le trouble, on allait le prendre, on allait l'amener avec le mouchoum, le grand-père. On allait lui donner des tâches à faire pour le valoriser, le distraire, le permettre de s'occuper, de passer son énergie, de passer ses frustrations. Donc, on était très présents. C'est peut-être quelque chose qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu. On voit les enfants qui sont des fois laissés un peu à eux-mêmes dehors. Donc, il manque cette présence-là qui est très importante au niveau des parents, des enseignants, des surveillants. Donc, ça, il faut vraiment retourner à ça, prendre le temps d'être présent. Même des fois, c'est juste, on fait nos petites choses à côté, mais on fait sentir aux enfants qu'on est là. Et comme on le dit souvent, on a entendu, ça prend toute une communauté pour élever un enfant et on doit mobiliser cette communauté-là autour des enfants. Donc, on retrouve en tant que tante, en tant que même que juste membre d'une communauté, membre d'une école, membre d'un service, qu'on retrouve ce devoir-là, cette responsabilité-là d'être présent chez les enfants. Une autre chose que Eva aussi, ça fait résonance avec l'approche développementale de l'attachement et avec les Premières Nations, c'était l'absence un peu d'enseigner par la négative, d'enseigner par la punition. Ça, c'était vraiment pas présent avant parce qu'on enseignait par l'expérience. Donc, on comprenait que faire des erreurs, et avoir ces émotions-là, ces frustrations-là, ça faisait partie du processus de grandir et d'apprendre. Donc, aujourd'hui, on entend partout, on essaie d'être des bons parents, on entend partout plein de recettes rapides pour élever nos enfants, alors que nos ancêtres, dans leur grande sagesse, avaient quand même ces notions-là dans leur savoir-faire et le savoir-être. Donc, par l'exemple, par l'expérience, on avait des aînés qui étaient des aînés fiers, forts pour vivre en territoire, pour survivre, les connaissances qu'ils avaient, la patience, la résilience qu'ils avaient. Ils montraient par l'exemple. Donc, eux-mêmes qui possédaient ces enseignements-là allaient les transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, dans un réseau d'entraide et d'attachement. Donc, je pense que c'était une recette qu'on avait. Peut-être si j'en parle un petit peu, je sais qu'il y a des gens qui viennent de communautés éloignées, nous ont parlé de leurs problématiques. Moi, j'aime toujours penser que vous avez gardé peut-être avec cet éloignement-là un peu de cette recette-là, de cette sagesse-là qui fait en sorte que vous avez peut-être des bonnes bases pour pouvoir poursuivre ce travail-là qui est un des travaux les plus importants, protéger, aimer, élever nos enfants dans nos communautés parce que c'est notre rôle et un des plus importants qu'on a à faire. Donc, mon message, ça serait soyons présents, soyons patients avec nos enfants, puis aidons-nous à être engagés et mobilisons nos parents et nos intervenants à être engagés pour supporter nos enfants et les aimer.